Bonsoir, nous sommes le 27 mai 2020. J'enregistre cette vidéo à la suite de celles qui ont été diffusées la semaine dernière. La première anonyme et la deuxième un petit peu après par François Asselineau. Dans la première vidéo, on entendait deux personnes qui avaient été enregistrées pendant une conversation téléphonique privée, qui ont été enregistrées à leur insu. Une de ces deux personnes, c'était moi-même, et l'autre, c'était un salarié, enfin maintenant ancien salarié de l'UPR qui travaillait au siège, qui avait contacté un membre du bureau national pour lui expliquer la situation assez problématique, grave à l'UPR, et qui essayait de le convaincre de signer la lettre, la fameuse lettre que nous avons envoyée le 18 avril à François Asselineau. De mon côté, j'ai aussi appelé un autre membre du bureau national, lequel m'a enregistré aussi à mon insu. Alors il y a une première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je pense assez peu probable que deux membres du bureau national qui, à peu près le même jour, aient eu la même idée d'enregistrer deux personnes différentes qui les appelaient pour ce que je viens de dire, et que ces deux membres du bureau national ont envoyé par un heureux hasard l'enregistrement à une même tierce personne qui, elle, a fait le montage des deux enregistrements piratés. Donc clairement, il y a eu une consigne qui a été donnée. François Asselineau s'est ensuite servi de cette vidéo et de ces enregistrements piratés, enfin de ces extraits pour développer son argumentaire du coup d'État, de gens qui savaient très bien qu'il n'y avait rien à lui reprocher, qu'il était entouré de cas psychiatriques qui lui voulaient du mal et que nous, on essayait de profiter de ça pour faire un putsch. Alors concernant donc ces enregistrements sauvages, et concernant plus particulièrement le mien, je voudrais faire remarquer que de toutes les personnes, à peu près pour toutes les personnes que j'ai appelées du Bureau national et les autres personnes qui n'étaient pas au Bureau national, qui étaient par exemple délégués régionaux, j'ai dû parler avec elles entre 40 minutes minimum et jusqu'à 1h30, voire plus avec certaines. Et j'ai principalement parlé de François Asselineau, parce que c'était le sujet. C'était le sujet et c'était le problème. Or, dans les extraits qu'on a bien voulu faire entendre aux adhérents et aux sympathisants à qui était destinée la vidéo anonyme, on n'entend pas parler de François Asselineau. On ne m'entend pas parler de François Asselineau. On m'entend parler du salarié qui est présenté par François Asselineau comme un cas psychiatrique, salarié dont j'ai effectivement parlé dans des termes peu flatteurs. Mais si on avait entendu le début de certaines de mes phrases, la phrase avant ou la phrase après, on se serait rendu compte que je précisais que les informations que je donnais étaient celles qui m'avaient été données par les trois personnes que François Asselineau m'avait incité à appeler pour avoir des renseignements sur ce fameux cas psychiatrique dont il m'avait parlé, cas psychiatrique qui d'ailleurs a entre-temps porté plainte contre lui. Alors, il a porté plainte pour harcèlement sexuel par personne ayant autorité, agression sexuelle par personne ayant autorité, tentative d'extorsion de signature et tentative de subornation de témoins. Alors, en France, il y a un principe qui est le principe de présomption d'innocence, et heureusement. Cela dit, la gravité quand même des éléments de la plainte devrait inciter les fans les plus inconditionnels et par moments les plus irrationnels de François Asselineau à un petit peu plus de prudence. Parce que depuis quelque temps, il y en a certains, il y a un petit groupe qui délire quand même pas mal sur Internet et qui, à chaque fois que Cassino nous traite de putschistes, eux en remettent 2, 3, 4, 10 couches. Je précise aussi que sur les trois personnes que j'ai contactées après que François Asselineau me les suggéré donc pour me renseigner sur ce soi-disant cas psychiatrique, il y en a deux qui sont salariés de l'UPR et qui travaillent au siège, qui sont donc des très proches collaborateurs de François Asselineau. La troisième personne est un ancien collaborateur de François Asselineau, qui maintenant n'est plus à l'UPR et qui est dans un autre parti politique, bon, qui lui, je pense, est plutôt neutre, parce que les deux premières personnes soutiennent clairement Asselineau. D'ailleurs, il y en a une
qui m'a dit au téléphone, sur le ton de la confidence, que ça faisait plusieurs mois qu'elle passait son temps à éteindre les incendies. J'ai appris depuis que ça faisait un peu plus que quelques mois. Enfin, toujours est-il, pour revenir à la troisième personne, cette personne maintenant est dans un autre parti politique. Je fais remarquer au passage, c'est pourtant François Asselineau qui m'a demandé d'aller me renseigner auprès d'elle. Ce qui veut dire que ce qui se passe était déjà connu depuis un certain temps par des gens à l'extérieur de l'UPR et d'autres partis politiques. François Asselineau qui nous accuse, nous les signataires de la lettre, hein, qui nous soupçonne d'avoir des liens privilégiés avec des proches de dirigeants d'autres partis politiques, ça serait plutôt lui qui aurait, qui aurait ce genre de contact. Il faudrait un petit peu qu'il arrête de se moquer du monde et de se moquer de ses adhérents qui ont le plus d'admiration et presque de dévotion pour lui. Il y a aussi d'autres problèmes internes à l'UPR qui nous ont motivés aussi pour écrire ce que nous avons écrit dans la lettre du 18 avril. Alors ces problèmes, je ne vais pas les énumérer et en parler maintenant. Ils ont déjà été évoqués d'ailleurs, notamment par d'autres personnes. On aura l'occasion d'en parler lors de la prochaine réunion du Bureau national, celle du Conseil national et lors du Congrès. Alors il y a aussi un sujet que je voudrais aborder, ce sont les accusations de M. Fabien Sema, la petite main de François Asselineau en ce qui concerne les vidéos, qu'elles soient officielles ou pas. M. Fabien Sema, qui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, est payé par tous les adhérents, hein, il est prestataire pour l'UPR. Enfin bon, visiblement, en ce moment, il est surtout prestataire pour François Asselineau. Donc Fabien Sema, dans une de ses productions, a accusé le Bureau national d'avoir détourné le fichier des adhérents. Ah, je me suis servi des mails et des numéros de téléphone que j'avais, gens du Bureau national, de délégués, de simples adhérents ensuite, notamment de mon département, pour les informer tant que je pouvais. Mais je l'ai fait en tant que membre du Bureau national, qui a appelé des adhérents de l'UPR pour leur parler de problèmes internes de l'UPR. Je n'ai pas utilisé le fichier de l'UPR pour contacter des adhérents, pour leur proposer des prestations photographiques, parce que je suis photographe dans le civil. Pareil pour les autres signataires de la lettre. Alors, il faudrait que M. Fabien Sema aussi se calme un petit peu et arrête de raconter tout et n'importe quoi. Mais peut-être M. Fabien Sema considère-t-il, comme sans doute François Asselineau, que le fichier adhérent de l'UPR est la propriété exclusive de François Asselineau, qui lui peut s'en servir pour préparer ses élections internes. Alors il y a un autre point que je voulais aborder, qui a déjà été abordé par ailleurs, c'est le fait que François Asselineau accuse les signataires, nous accuse de ne pas respecter les statuts. Tous les cadres savent très bien que s'il y a quelqu'un qui ne respecte pas les statuts, qui les ignore royalement, c'est bien François Asselineau. Il l'a déjà montré dans le passé quand il a éjecté un cadre de l'UPR en violation flagrante des statuts. Ce cadre avait porté, comme ça a déjà été dit par ailleurs, avait porté l'affaire en justice et il a gagné. Et du coup, il a été réintégré dans le fichier adhérent par décision de justice. Idem lorsque François Asselineau dit que tout seul comme un grand, il va convoquer le Congrès. Bon, là, il passe outre le fait que c'est le Conseil national qui décide de ça et de la date et l'organisation du Congrès. François Asselineau a fondé l'UPR, je le comprends bien, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il s'imagine que l'UPR lui appartient. Je rappelle que l'UPR, ce sont des adhérents, des donateurs, et que sans eux, bien, François Asselineau n'aurait toujours que ces 15 ou 20 adhérents, dont un actif, c'est-à-dire lui-même, ce qui était le cas au départ. Alors, pour que la prochaine fois que François Asselineau fera une sortie sur les statuts et sur le non-respect par les signataires de la lettre
des statuts. Je vais mettre en lien de cette vidéo, je vais mettre donc un lien vers les statuts de l'UPR. Comme ça, les gens pourront vérifier, pourront juger sur pièce lorsque Assino assénera sa propre vérité en la matière. Enfin, pour finir, je voudrais donner un petit conseil aux aficionados plus intégristes de François Assino, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, je voudrais leur conseiller de faire attention à ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que il y en a qui se ridiculisent vraiment et qui ridiculisent d'ailleurs l'UPR, parce que on se targuait à l'UPR d'être un petit peu les intellectuels de la politique, avec des adhérents qui étaient très très éduqués, qui réfléchissaient, qui ne se laissaient pas avoir par le premier bobard venu ou par la première bonne formule venue. Mais là, il faut dire qu'avec ce qu'on voit de la part de certains fans de François Assino, en ce moment, c'est pas vraiment le cas. Ça tombe bien souvent dans le ridicule. Alors moi, j'ai appris par exemple récemment que je tirais 90% de mes revenus de Christian Estrosi. Bah, je vais lui envoyer mon RIB, comme ça il pourra me faire des virements, parce que jusqu'à maintenant, j'ai pas vu grand-chose arriver. Alors sinon, il y en a d'autres qui se sont mis à haïr Charles-Henri Gallois, qui soi-disant serait à l'origine du putsch. Alors je signale que Charles-Henri Gallois, c'est moi qui l'ai appelé pour savoir s'il était au courant de ce qui s'était passé, et puis pour lui proposer d'assainir la situation. Alors, ce qui paraît que Charles-Henri Gallois a un charisme de bulot. Ouais. Et j'ai appris un petit peu après que moi, j'avais un charisme d'huître. Comme quoi, les fans de François Assino, ils font dans le fruit de mer. Voilà, alors je voudrais juste dire à ceux qui me comparent à une huître que parfois, dans les huîtres, on trouve des perles. Au revoir.